Bonjour, je suis Guillaume Bullier, chercheur associé pour Génération Libre. Aujourd'hui, je vais vous présenter le rapport de Génération Libre Mieux que la planification, un prix du carbone et un revenu climat. La liberté est-elle compatible avec la lutte contre le changement climatique? Pour lutter contre le changement climatique, il y a deux grands types de politiques publiques possibles. Le premier, c'est la planification centralisée, par laquelle on va réglementer, interdire telle ou telle chose, subventionner d'autres choses avec de l'argent public. En somme, on va faire des choix à l'échelle collective pour orienter les comportements des individus, mais sans tenir compte des préférences individuelles. Et le décideur public, aussi éclairé soit-il, eh bien, il ne va pas être en mesure de choisir le chemin qui sera optimal, le chemin le plus court pour que chacun réduise son empreinte carbone. En effet, on observe dans les politiques de subvention ou d'interdiction une très grande disparité en termes de coûts d'abattement. Les coûts d'abattement, c'est le coût pour la société qui permet d'éviter l'émission d'1 tonne de gaz à effet de serre. Donc ces politiques de planification, elles sont potentiellement plus coûteuses et en plus, elles ont l'inconvénient de venir restreindre les libertés, voire même de ralentir la mise en place de politiques de lutte contre le changement climatique, puisque elles vont générer des réactions au sein de la population qui vont s'opposer à telle ou telle interdiction ou à telle ou telle mesure. Il y a une alternative qui est de laisser faire le marché, mais en le régulant pour intégrer les externalités négatives. Les externalités négatives, c'est notamment les émissions de gaz à effet de serre, puisque quand vous émettez du CO2, ce n'est pas vous qui allez assumer seul les conséquences, c'est toute la société qui va devoir subir l'accentuation du réchauffement climatique. En donnant un prix au fait d'émettre des gaz à effet de serre, on va venir influencer les comportements individuels pour aligner intérêt collectif et intérêt individuel. Alors, comment marche la tarification du carbone et est-ce que c'est une mesure suffisante? En fait, l'objectif, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre en mettant en place un marché du carbone qui va plafonner la quantité de droits d'émettre des gaz à effet de serre. Eh bien, on va par construction respecter nos objectifs climatiques puisqu'on va définir ce volume qui va pouvoir être échangé sur le marché en cohérence avec les objectifs. En limitant la quantité de droits d'émission de gaz à effet de serre sur le marché, ça va leur donner un prix que les acteurs économiques vont pouvoir échanger. Donc ceux qui ont la possibilité de se décarboner pour un prix plus faible que le prix du carbone sur le marché, eh bien ils vont pouvoir le faire et générer un bénéfice en revendant des quotas d'émissions de gaz à effet de serre, tandis que ceux pour qui la décarbonation est moins efficace en termes de coûts, eh bien ils vont venir acheter ces crédits carbone. À la fin, à l'échelle de la société, on a bel et bien réduit nos émissions de gaz à effet de serre. C'est donc un signal prix qui va venir se répercuter dans toute la chaîne de valeur de la production d'un bien ou d'un service et qui va in fine se répercuter dans le prix à la consommation. Donc ça va vraiment influencer le comportement des entreprises et le comportement des consommateurs. Comment éviter que le coût de la transition écologique ne pèse trop sur les Français les plus modestes? Le consensus des économistes décrit le prix du carbone comme le mécanisme qui permet vraiment de minimiser le coût de la transition. Donc, en comparaison avec une politique de planification, le prix du carbone permettra d'avoir l'impact le plus faible sur le pouvoir d'achat. Ensuite, le prix du carbone, c'est le principe pollueur-payeur. Son efficacité ne dépend pas de l'utilisation des recettes, puisque l'impact écologique du prix du carbone a lieu au moment où on va payer ce prix. Les recettes collectées par l'État ou par l'Union européenne de la vente de ces quotas d'émissions, on peut tout simplement les redistribuer à l'ensemble de la population sous la forme d'un revenu climat universel. Ça ne réduit pas l'efficacité écologique et ça permet de neutraliser l'effet fiscal de ces prélèvements, en particulier sur les ménages les plus modestes. Les études montrent que les ménages les plus modestes sont ceux qui ont l'empreinte carbone qui sera la plus faible. Et tous les ménages qui ont une empreinte carbone inférieure à la moyenne seront bénéficiaires nets, là où les ménages avec une empreinte carbone plus élevée, généralement les ménages les plus riches qui consomment beaucoup plus, eux seront contributeurs nets. Cette mesure permet donc d'assurer une forme de justice climatique en faisant payer les pollueurs et en protégeant le pouvoir d'achat des moins aisés qui ont malgré tout besoin, par leur consommation, d'émettre quelques tonnes de gaz à effet de serre. Pour résumer, pour concilier climat
Et fin du mois, la solution, c'est de mettre en place une tarification généralisée sur toutes les émissions de gaz à effet de serre, y compris les émissions importées, et de mettre en place un revenu climat universel dont le montant correspond aux recettes de la tarification carbone afin de neutraliser l'effet sur le pouvoir d'achat. Pour en savoir plus, consultez le rapport de Génération Libre Mieux que la planification, un prix du carbone et un revenu climat. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous.